péage, c'est quelque chose de connu dans le monde. Alors, première question, nous allons parler de la visite de M. François Hollande dans votre pays, d'adoption, si vous me permettez l'expression. Est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire est votre pays d'adoption? C'est ma deuxième patrie. Je suis né français, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et j'ai eu la nationalité ivoirienne il y a quelques années, grâce au président Gbagbo, mais après avoir passé toute la moitié de ma vie dans le pays à différentes époques. Donc je revendique totalement d'être franco-ivoirien ou ivoiro-français. Très bien. Bien, donc vous êtes franco-ivoirien. Alors, je voudrais d'emblée vous dire, d'après l'information que nous avons reçue du service de communication de l'Élysée, les relations qui tiennent la Côte d'Ivoire et la France sont très importantes. Est-ce que vous êtes d'accord? Historiquement, j'avais une expression avant même d'être conseiller de président Gbagbo, connaissant les relations et les vivant moi-même en tant que citoyen français à l'époque. J'avais l'habitude de dire la France est la fille aînée de l'Église et la Côte d'Ivoire est la fille aînée de la France. Donc c'est vrai qu'historiquement il y a une relation très forte qui est liée à l'histoire, en particulier après les indépendances de 60, la position du président Houphouët-Boigny et la France des années, la Côte d'Ivoire et la France dans les années 60-70, il y avait une osmose assez exceptionnelle. Je vous donne juste un petit détail de ma jeunesse. L'indépendance a eu lieu en 1960. Fin juin 60, j'ai quitté mon école d'Abidjan pour les vacances d'été en Europe. Le drapeau qui était sur le fronton de l'école était bleu, blanc, rouge. Je suis arrivé au mois de septembre pour la nouvelle rentrée des classes. Le drapeau était orange, blanc, vert. À part ce détail chromatique, à mon âge, je n'ai fait aucune différence à l'époque. Et je pense que un des problèmes qu'a eu la France jusqu'à aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est qu'elle a eu du mal, après avoir donné l'indépendance, disons, administrative, juridique, de donner totalement l'indépendance politique, économique, et considérer que la Côte d'Ivoire avait sa propre maturité. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire ne revendique pas de s'éloigner de la France pour s'en éloigner. Elle revendique simplement d'être traitée d'égal à égal en tant qu'État souverain par rapport à un autre État souverain qui, effectivement, est dans une période à exercer une propre souveraineté sur la Côte d'Ivoire et d'autres régions d'Afrique. Mais le monde évolue. Si on veut plonger dans l'histoire, dans les premières années de l'ère chrétienne et même un peu avant, la France actuelle était la Gaule et elle a été colonisée aussi. Et bien colonisée, parce que je crois que si on lit Jules César, et il apparaît que le Gaulois était le colonisé le moins rétif de toute la zone. D'accord, très bien. Voilà, je voudrais faire rapidement une synthèse de cette visite du président François Hollande dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Et ensuite, je vous poserai deux questions et je vous demanderai votre mot de la fin. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette visite du président François Hollande dans votre pays? Comme je le disais, d'après les informations que nous avons reçues, le résumé du service presse de l'Élysée, on parle de 10 ans après la violente crise politique qui a touché donc votre pays, la Côte d'Ivoire. Ce pays retrouve depuis seulement 3 ans son rôle de poumon économique de l'Afrique de l'Ouest. Et on dit que la Côte d'Ivoire en reconstruction, et cette reconstruction dispose d'un fort potentiel puisqu'il connaît un taux de croissance de 10%, depuis 2 ans. Et les perspectives du Fonds monétaire international pour les 10 années à venir se situent également autour de 10%, M. Bernard Houdin. Et toujours d'après cette synthèse du service de communication de l'Élysée, on dit que de nombreuses entreprises françaises sont présentes en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, via différents outils financiers, la France s'implique fortement dans le développement donc de votre pays, donc la Côte d'Ivoire. Et cette visite a montré combien la coopération économique franco-ivoirienne est étroite et inscrite dans le long terme. Et le président de la République de France a effectué donc un parcours sur la lagune d'Abidjan. Certainement, vous avez regardé les images, M. Bernard Houdin, où de nouvelles infrastructures promoteuses y ont été construites par des entreprises françaises. Vous voyez ?
la France apporte aussi une contribution intéressante, majeure à l'économie donc locale de la Côte d'Ivoire, puisque 200 filiales d'entreprises françaises et près de 400 PME, petites et moyennes entreprises, sont présentes sur le sol donc de la Côte d'Ivoire. Et on signale aussi que les représentants des entreprises de la délégation officielle ainsi que ceux de votre pays d'origine, de nombreuses entreprises donc de Côte d'Ivoire, ont participé à un forum d'affaires consacré au thème de la ville durable. Et M. Bernard Rodin, le thème de la justice a été également présent dans le cadre de cette visite du président François Hollande. On nous signale qu'un accord de coopération de 25 millions d'euros avec l'État ivoirien a été signé avec pour objectif de permettre à votre pays de s'équiper, d'améliorer le fonctionnement des institutions donc judiciaires de votre pays. Et enfin, on parle aussi de la question de la réconciliation en Côte d'Ivoire qui a occupé une place toute particulière. Et on signale aussi, M. Bernard Rodin, des rencontres qui ont eu lieu avec des organisations non gouvernementales sur des questions de droits de l'homme et des partis politiques sur des questions donc de démocratie, de justice et de réconciliation. Alors, le président François Hollande, dans sa synthèse, je l'ai écouté, il a parlé de trois défis qui concernent votre pays, donc la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la sécurité, la réconciliation et le développement. Alors, à propos de la réconciliation, est-ce que vous pourriez nous dire, puisque nous avons reçu une information, vous allez d'abord confirmer que le président François Hollande, qui était en visite donc d'État dans votre pays, du 16 au 18 juillet 2014, et sur le plan politique, plus précisément le jeudi 17 juillet, le président socialiste, donc français, a accordé un entretien aux partis politiques de l'opposition, dont un face-à-face de 15 minutes avec les responsables du Front populaire ivoirien du président Laurent Gbagbo Koudou. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter ce qui s'est dit durant ces 15 minutes? D'abord, docteur, je vais reprendre un petit peu parce que vous avez fait un très long exposé à partir sans doute du résumé du site internet de l'Élysée pour mettre un petit peu comme un inventaire à l'après-vert de tout ce que la France a pu faire en 24 heures en Côte d'Ivoire avec cette visite du président Hollande. Je vais reprendre les choses un peu dans l'ordre. La première chose, puisqu'on a cité que cette visite du président Hollande en Afrique, en Côte d'Ivoire, elle serait d'abord centrée sur l'économique, alors qu'au Niger et au Tchad, il parlera plus de sécurité, de problèmes sahéliens, etc. Mais j'ai l'impression que le site de l'Élysée invente l'eau froide. Le président Hollande découvre l'Afrique. D'ailleurs, il avait dit quand il était à Dakar en 2012 que c'était son premier voyage en Afrique subsahélienne. Il avait connu Alger quand il était étudiant, mais c'est son premier voyage d'Afrique subsaharienne à Dakar, et la Côte d'Ivoire, c'était effectivement son premier voyage. Et les gens de l'Élysée nous donnent l'impression de découvrir un pays. Mais tout ce dont vous parlez au niveau de l'aide, au niveau des entreprises, au niveau de la présence française, mais elle date d'avant l'indépendance et d'après l'indépendance, comme je vous disais tout à l'heure. Et je parle en connaissance de cause. J'ai moi-même été pendant 2 ans coopérant au ministère des Finances à Abidjan entre 1975 et 1977, quand Betty était ministre des Finances et que Ouattara faisait un passage en tant que conseiller voltaïque à la Banque centrale qui n'était pas très loin de mes bureaux. Donc tout ça, c'est encore une fois une présentation d'écran de fumée, mais qui masque des réalités qui sont incontournables. On nous dit la Côte d'Ivoire, après la situation de 2010 et 2011, on retrouve, après 3 années de M. Ouattara, un rythme de croissance exceptionnel, la paix, la sécurité, etc. Je n'en crois pas un mot. D'abord, faisons litière du problème du taux de croissance. Le taux de croissance, c'est un petit peu la façon dont on présente les choses. Vous savez, les statistiques, on leur fait dire ce qu'on veut, à partir du moment où on a envie, prenez par exemple les sondages et la façon de prendre les sondages ou les résultats électoraux le soir de campagne électorale, on a l'impression que tout le monde a gagné, pourtant il y a des gagnants et des perdants, et chacun utilise les chiffres à sa façon. Le taux de croissance actuel en Côte d'Ivoire, effectivement, s'approche des 2 chiffres. Mais si vous structurez et que vous décomposez ce taux de croissance en fonction des branches d'activité et des secteurs économiques, vous voyez que le taux de croissance est porté par
quelques infrastructures économiques lourdes, en particulier le troisième pont d'Abidjan, qui a été re-signé en 2009 par le président Gbagbo et le groupe Bouygues. Donc ce n'est pas une invention de M. Ouattara. La seule chose qu'a fait Ouattara, c'est d'augmenter le prix de façon magique pour un tour de passe-passe dont je crains qu'il n'ait pas bénéficié aux Ivoiriens. Donc ce taux de croissance lié aux travaux d'infrastructure, en particulier de ce troisième pont, représente 80% du taux de croissance actuel de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays historiquement agricole. Si vous prenez les chiffres à l'intérieur de ce taux de croissance global, vous prenez les chiffres par branche ou par secteur d'activité, le taux de croissance de l'économie ivoirienne sur le plan agricole depuis 3 ans est négatif. Donc quand l'histoire du pont sera terminée, le taux de croissance ivoirien va plonger, à moins de refaire encore des investissements et des investissements. Mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle a besoin de quoi? Effectivement, de retrouver une certaine sérénité, qu'elle soit politique, sociale, économique. Mais elle a besoin aussi de véritables activités pérennes dans les secteurs créatifs d'emploi. Et d'ailleurs, on remarque que sur le troisième pont d'Abidjan, il y a eu des conflits sociaux très lourds sur l'utilisation de la main-d'œuvre locale. Et cette main-d'œuvre locale va être dispersée dès la fin de l'année quand le pont sera achevé. Ce qu'il faut, c'est redonner à l'économie, à la fois sur le plan agricole, sur le tissu des PME, sur les petites entreprises industrielles, des capacités qu'elles avaient retrouvées après des années de crise, en particulier de l'année de transition militaire du général Gueye et juste les 2-3 années après la crise de 2002. À partir de 2004-2005, la Côte d'Ivoire sous le président Gbagbo avait commencé à retrouver un rythme économique satisfaisant, à tel point que c'est sous le président Gbagbo que les instances internationales ont ouvert le dossier PPTE de façon définitive et ont accordé en 2009, c'est-à-dire plus d'1 an avant l'élection présidentielle, le statut pour la Côte d'Ivoire d'atteindre ce qu'on appelle le point de décision, c'est-à-dire qui faisait rentrer la Côte d'Ivoire dans le cercle vertueux du mécanisme PPTE. Et on a offert à M. Ouattara après, en 2011, après le mois de mai 2011, on lui a offert le point final, ce qu'on appelle le point d'achèvement. Et ce que j'observe depuis cette date, c'est un recours forcené à l'emprunt. Et il y a quelques jours, je lisais encore que la Côte d'Ivoire avait levé des centaines de millions de dollars dans le système bancaire international et auprès d'institutions, après plusieurs autres opérations. Mais que fait-on de cet argent? Donc là, actuellement, et d'ailleurs, les industriels français ne s'y laissent pas tromper, parce que les industriels français n'ont pas attendu M. Ouattara ou les dirigeants actuels français pour savoir quoi faire en Côte d'Ivoire. Ça fait des décennies qu'ils sont installés là, qu'ils connaissent le pays, et ils savent qu'il y aura une élection, a priori, en octobre 2015, et on sent déjà les gens mettre un petit peu le pied sur le frein en se disant attendons maintenant, il reste 18 mois ou 17 mois pour cette élection, nous allons voir ce qui va se passer en octobre 2015 et on redémarrera après éventuellement. Alors aujourd'hui, vous avez des secteurs qui fonctionnent bien, les grands restaurants, les vendeurs de grosses voitures, les vendeurs de champagne, etc. Parce qu'on a une mini-caste qui s'est accaparée de tous les leviers, qui a des moyens financiers inestimables. Et vous avez la majorité de la population qui se lève ce matin en disant qu'est-ce que je devrais manger à mes enfants ce soir. Et c'est ça la réalité. Et le problème, c'est de faire en sorte que cette marmite n'explose pas, parce que c'est quand même l'avenir du pays qui est en jeu. Et il va falloir que les uns et les autres comprennent que l'avenir de la Côte d'Ivoire est actuellement en jeu, que tout ce qu'on nous raconte est exclusivement du storytelling, pour utiliser un terme un petit peu de communicant, et qu'on va vers des lendemains qui risquent de déchanter très fortement. Et la pression sociale aujourd'hui à Abidjan est extrêmement lourde. On a eu le débat. Heureusement, les Ivoiriens, quelque chose qui les sauve, c'est qu'ils ont une capacité d'absorption avec l'humour. On leur a parlé d'argent qui travaillait, qui circulait, etc. Ils ne la voient ni travailler ni circuler. Ah, peut-être que ce sont dans les poches de certains. Il parlait de l'AFD tout à l'heure. Je sais pour mes contacts ici qu'à l'AFD, quand il y a eu ce qu'on a appelé le C2D,
de contrat de développement durable qui était la contrepartie d'une élimination de la dette, parce que là aussi, il faut bien voir les choses. C'est comme vous dites, on raye la dette. En fait, les Occidentaux, ils la rayent pas. Ils vous disent, vous deviez 100, vous ne les payez plus, mais maintenant, on va remettre 100 en enfin, et puis on va faire ça, ça et ça. Oui, mais monsieur Bernard Houdin, je voudrais à ce propos, je ne sais pas si vous avez écouté l'extrait sur ce contrat de désendettement de développement franco-ivoirien. J'aimerais que, si vous me permettez, je voudrais faire passer un extrait et ensuite je reviendrai vers vous. Et vous pourrez poursuivre votre raisonnement, monsieur Bernard Houdin. Est-ce que vous me permettez? Oui, oui. Voilà, très bien. Je vais vous faire écouter cet extrait. L'AFD est en charge principalement en Côte d'Ivoire de la gestion pour le compte de l'État français du contrat de désendettement et de développement, en abrégé C2D, qui consiste en un mécanisme de reconversion en don de la dette de la Côte d'Ivoire envers la France. Le premier, c'est de concrétiser, de financer des réalisations concrètes sur le terrain au bénéfice des populations. Donc des écoles, des centres de santé, un appui à l'Institut Polytechnique de Fouet-Poigny, des actions en faveur des filières agricoles. Deuxième objectif, décaisser rapidement. Puisque le principe du CDD, c'est que l'État ivoirien rembourse à la France la dette, et puis dans les 15 jours qui suivent, la France rembourse à la Côte d'Ivoire sa dette. Il y a 2 échéances annuelles, et une fois que ces échéances arrivent, évidemment, l'objectif c'est de cet argent soit décaissé rapidement et concrétisé en action sur le terrain. Et puis le troisième objectif, c'est de renforcer les capacités qui ont été fortement affaiblies par ces années de crise, renforcement de capacités surtout des administrations qui comprennent différents volets, de la formation, de l'expertise technique, des études stratégiques pour orienter les réflexions de l'avenir dans des secteurs donnés, et puis ça peut être aussi des équipements qui manquent pour que l'administration puisse travailler correctement. La visite d'État, elle est extrêmement importante parce qu'elle vient à un moment où il faut prendre des décisions sur le deuxième CDD. Le chef de l'État devrait les prendre et donner les grandes orientations de ce deuxième CDD. Donc pour nous, c'est évidemment important puisque ça nous permettra d'avoir la feuille de route à suivre pour la suite. Pour nous, c'est important parce que sont les gestionnaires du CDD, les opérateurs sur le terrain du CDD, et donc plus nous pouvons commencer tôt la préparation des projets, plus tôt les décisions prises, meilleur fait pour le développement du pays. Voilà, M. Bernard Houdin, nous étions en train d'écouter M. Bruno Leclerc, que certainement que vous connaissez, qui est en train de nous expliquer le fonctionnement de l'Agence française de développement à l'occasion donc de cette visite du président François Hollande dans votre pays. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce propos? On peut dire que est-ce qu'on peut parler de financement innovant? J'ai eu, puisque j'ai commencé en 1975 au ministère des Finances, j'ai eu à côtoyer les fonctionnaires français. J'étais moi-même aussi un peu à l'époque. J'ai ensuite, en tant qu'entrepreneur en Côte d'Ivoire, eu des contacts avec les mêmes agences françaises. Et ensuite, côté palais présidentiel, auprès du président Gbagbo, j'ai eu aussi à traiter avec eux. Il y a 2 choses. C'est toujours, on est dans le discours et après on voit les réalisations. Et une chose qu'on dit de parler de la personne, c'est de parler des conditionnalités. Parce qu'on vous dit, c'est très bien bon, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça, puis à un moment donné, on dit oui, mais pour le faire, il faut remplir telle condition, telle condition, telle condition. Et puis, le remplissement de ces conditions, il prête parfois à confusion ou à atermoiement, ce qui fait que les choses ne vont pas aussi vite. On me dit effectivement que la dette de la France, envers la France de la Côte d'Ivoire, ce que je vous disais d'ailleurs avant que vous passiez cet extrait, c'est que c'est pas simplement de rembourser la dette, c'est immédiatement de la réutiliser à des choses pour que la Côte d'Ivoire n'a pas, nécessairement la seule la maîtrise. Elle est de combien? Elle est de combien? On n'a plus les chiffres en tête, mais bon, si vous dites que vous avez mis 100, vous en remettez 100. Voilà. Bon, on parle de l'Institut Polytechnique à Yamoussoukro, on parle d'écoles, etc. Je prends un exemple. On a refait l'université d'Abidjan sous M. Ouattara.
Et on l'a confié à une entreprise qui n'avait aucune compétence naturelle à ce genre d'activité. Et la seule compétence de l'entreprise, c'est que son dirigeant était l'homme lige de l'opération de recensement et de distribution des cartes d'électeurs pendant la campagne de 2010. J'ai parlé de M. Kanessi. L'université d'Abidjan, où on parle d'équipement, etc., il n'y a pas d'ordinateur dans les salles de cours quand on veut parler de sciences. Il n'y a eu même pas, je crois, j'ai eu souvenir quand il y a eu une séance inaugurale, ils voulaient passer des vidéos dans un amphithéâtre, ils n'ont pas trouvé une prise de courant pour brancher les appareils. Et il y a une centaine de milliards de francs CFA qui sont partis en peinture. Donc je pense que l'université d'Abidjan tient par la peinture. Donc tout ça, c'est pas très sérieux. Il faut, je pense d'ailleurs que les gens qui fonctionnent à l'AFD, que ce soit à Abidjan ou à Paris, se posent souvent les bonnes questions sur où va l'argent et comment peut-on le contrôler. Alors aujourd'hui, on dit que la visite d'État du président Hollande va permettre de faire partie du deuxième échelon de la fusée C2B. D'abord, j'observe que M. Hollande est arrivé à 7h30 du matin, puisque Bruxelles l'a retenu plus longtemps qu'imaginé. Donc la visite était déjà écourtée. Il s'est rendu ensuite sur la lagune. Ensuite, il a assisté à la conclusion d'un forum. Vous vous rendez compte, un forum qui a dû commencer à 10h du matin, qui s'est conclu à midi, avec des gens qui ont discuté, etc. Je vois de quoi on peut commencer à parler. Une petite séance de presse avec le président Ouattara. Ensuite, la rencontre avec effectivement l'opposition et la communauté française d'Abidjan. Le coucher et le réveil à l'eau pour partir à Niamey. Dans ce laps de temps, le président Hollande, qui était dans son premier voyage ivoirien, a eu le temps de tout comprendre, de tout voir, de tout analyser et de dire je vais faire ça, ça et ça. C'est formidable. Non, il faut qu'on soit sérieux. M. Hollande est venu à Abidjan parce que finalement il fallait venir. Vous savez que la visite avait été reportée à un moment donné, vu la santé du président de M. Ouattara en février 2014, et qu'il a fallu donc la faire passer, et on le fait au cœur de l'été, à travers un voyage multipolaire, puisque sous ce voyage de 72 heures, le président Hollande va d'un seul coup découvrir 3 pays à la vitesse du cheval de course. La Côte d'Ivoire mérite sans doute beaucoup plus d'attention en profondeur, etc. Nous, notre souhait, c'est que la Côte d'Ivoire fonctionne, parce que si la Côte d'Ivoire fonctionne au bon sens du terme, ça veut dire que les populations d'Abidjan, les populations de l'intérieur, vont pouvoir avoir une activité économique. Les parents nourriront leurs enfants qui iront dans des écoles qui fonctionneront, avec des maîtres et des professeurs formés, et que ces gens-là sont l'avenir du pays, parce qu'aujourd'hui, l'éducation en Côte d'Ivoire est dans une situation dramatique. Moi, j'ai grandi là-bas, j'ai fait 3/4 de mes études. Beaucoup de mes amis ivoiriens, africains de l'époque sont aujourd'hui à un certain niveau. J'en ai même des amis d'école qui sont ministres dans le gouvernement de Ouattara. Mais c'est resté des amis d'enfance. Aujourd'hui, l'éducation en Côte d'Ivoire, c'est dramatique. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui partent à l'étranger. Si vous prenez la liste des dirigeants, des 50 premiers dirigeants actuels en Côte d'Ivoire, demandez-leur où leurs enfants, dans quelle école sont-ils, dans quelle université sont-ils. Si vous voulez, qui vous dites qu'ils sont à l'université d'Abidjan, il faut les prendre en photo. Hein? Donc, il faut vraiment que les choses changent, et pour que les choses changent, il faut revenir à un véritable débat démocratique dans ce pays, parce que le nœud du problème est là. Et s'il n'y a pas de débat démocratique en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il n'y a plus de démocratie en Côte d'Ivoire. Je vous explique, la démocratie, c'est pas simplement dire de faire des élections, parce que à ce moment-là, il y a des pays qui sont très peu démocratiques et qui font des élections. Oui, mais il y a le président, pardonnez-moi de vous couper la parole, le président François Hollande qui demande, j'espère que vous allez répondre à la première question que je vous ai posée sur cette rencontre avec le Front populaire ivoirien. Le président François Hollande qui estime que l'opposition ivoirienne
doit participer à l'élection présidentielle. Il faut rappeler quand même une chose qui est basique, c'est que s'il y a des élections au sens où on en parle en Occident, en Côte d'Ivoire, c'est dû à l'action d'un seul homme, Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire, sous Houphouët-Boigny, faisait des élections, mais tous les candidats étaient choisis par Houphouët, le résultat était acquis à l'avance, c'était une journée de gala, entre guillemets, où les gens venaient mettre un bulletin dans l'urne, on annonçait le résultat. Je me rappelle une année, dans Fraternité Matin, inscrits 100, votant 100, Houphouët-Boigny 100, enfin en pourcentage. Hein? Et puis on passait à autre chose. Et puis Laurent Gbagbo s'est battu, il est allé en prison. Ouattara l'a mis en prison en 1992 parce qu'il faisait une manifestation syndicale pour le droit syndical. Il était parti en exil auparavant parce que Houphouët-Boigny voulait le mettre en prison et plus, on craignait encore plus à cette époque-là. Et Houphouët-Boigny a laissé rentrer Gbagbo. Gbagbo s'est présenté à l'élection de 90. On a essayé de l'en dissuader. Il a dit, moi je me présente. Et on lui a accordé 18% qui ont été fixés par l'ambassade de France. On lui a accordé 9 députés qui ont été fixés par l'ambassade de France. C'est pas moi qui le dis, c'est les autorités françaises de l'époque. Et les gens de cette époque-là sont toujours vivants et pourront témoigner. On ne citera pas les noms ici. Et le président Gbagbo disait un jour, moi j'ai pas de fortune, je n'ai pas né avec une cuillère dans la bouche, parce que mon papa était un petit fonctionnaire, j'ai grandi dans un petit village, j'allais à l'école pieds nus, etc. Et puis la méritocratie a fait que je me suis retrouvé à l'université d'Abidjan et ensuite à l'université de la Sorbonne. Mais toute sa vie, il disait, mon piatique, et j'en parlais avec lui l'autre jour encore à la haine, mon piatique, c'était mes 18% contre Houphouët-Boigny. Parce que cela, c'était la démonstration que moi je m'étais levé, et c'est le seul homme de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire qui s'est présenté une fois contre Houphouët-Boigny. Et donc, l'ADN de Laurent Gbagbo et du FPI, c'est la démocratie, le multipartisme. Parce que la démocratie, c'est avec le multipartisme. Et quand en 1995, Bédier a voulu empêcher Ouattara de se présenter avec cet ivoire épais, Gbagbo s'est retiré de la campagne en disant non, si on empêche quelqu'un de se présenter, je ne me présente pas parce que l'élection va être truquée. Il n'avait pas les idées de Ouattara. Il l'a dit même dans des meetings, il allait voir les gens du RDR en disant je viens vous voir, non pas parce que j'ai vos idées, mais pour vous dire que vous avez le droit d'avoir vos idées, et je viens vous le dire en face, et donc si vous voulez vous présenter, vous vous présentez. Et c'est aujourd'hui qu'on vient nous dire il faut venir à des élections, sinon le FPI va disparaître. Mais quand l'ANC ne se présentait pas en Afrique du Sud, parce que les élections sud-africaines n'étaient pas des élections normales, est-ce que l'ANC a disparu? Tant que Mandela était en prison, l'ANC a une position ferme. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est en prison de façon unique. Le dossier est vide et creux, la juge belge l'a démontré de A à Z dans son opinion dissidente. Et on pourra en reparler. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les partis politiques sont soumis au diktat du pouvoir en place. Le FPI ne reçoit pas l'aide financière normale de l'État, qui a été votée sous Laurent Gbagbo et qui a alimenté le RDR pendant des années. Les dirigeants sont aujourd'hui, M. Afin-Guessan par exemple, il devrait bénéficier de la loi votée sous Gbagbo, sous les anciens premiers ministres de Côte d'Ivoire. Oui, il a alimenté M. Ouattara pendant 10 ans quand Gbagbo était au pouvoir. C'est 8 millions de francs CFA. Que ce soit 8 ou 10 millions, c'est un fait acquis que Laurent Gbagbo a fait voter des lois pour les anciens dirigeants et que M. Bédier et M. Ouattara ont été nourris de ça par l'État ivoirien, c'est-à-dire par les Ivoiriens payant leur impôts, les Ivoiriens a financé la retraite à l'époque de M. Ouattara et M. Bédier grâce à une loi de Laurent Gbagbo. Oui, pardonnez-moi, M. Bernard Roudin, pour les auditeurs, puisqu'il n'y a pas que des Ivoiriens qui nous écoutent, ils sont nombreux en ce moment. Je voulais préciser que c'est une loi qui permettait, par exemple, aux anciens premiers ministres de percevoir un salaire de 45 000 euros, plus de 45 000 euros, et que vous avez, par mois, et vous avez aussi 12 000 euros perçus par les anciens premiers ministres. Donc, normalement, M. Afin-Guessan devait avoir un salaire d'environ 8 millions de francs CFA. Voilà. Oui, sinon, il avait été compte bloqué. On est loin du compte. Bon, tout ça, mais bout à bout, quand M. Hollande dit le FPI, non, le FPI ne va pas disparaître. Le FPI, s'il se présente aux élections à la mode Ouattara, il va disparaître parce qu'il va être détruit.
il faut que le FPI fasse entendre raison aux autorités ivoiriennes que la démocratie ne se découpe pas en rondelles. La démocratie, elle doit s'exercer de façon libre pour les uns et pour les autres. Et dans ce système-là, le président Gbagbo doit être à Abidjan, à la tête du FPI, qui est le premier parti de Côte d'Ivoire, parce que si on s'en tient à la seule élection normale qui a eu lieu ces dernières années en Côte d'Ivoire, parce que les élections de 2011 et 2012, où il y a 20% ou 15% ou 10% de votants, ça n'a aucune valeur politique. Par contre, l'élection de 2010, où il y a eu entre 82% au premier tour et 70% au deuxième, ça donne une petite photographie beaucoup plus réelle de la situation ivoirienne. Mais le premier tour de 2010 a donné près de 40% au président Gbagbo, avec 82% de votants. Donc, c'est-à-dire que le premier parti de Côte d'Ivoire, c'est le parti de Laurent Gbagbo. Dans une très grande, sur un très grande échelle, puisqu'il y avait 82% de votants. Et à partir de là, on voudrait que ce parti passe sous les fausses codines des autres en se soumettant. Alors que c'est eux qui ont, c'est le FPI qui s'est battu pour que tout le monde puisse se présenter, etc. Il faut être sérieux. Le discours de Dakar de François Hollande, c'est il faut respecter, je jugerai les pays africains à l'aune d'un certain nombre de critères, la démocratie, le statut de l'opposition, la liberté d'expression, etc. Mais appliquons ça à la Côte d'Ivoire et voyons dans quelle case on va se situer, si c'est acquis ou si c'est pas acquis actuellement. Il n'y a pratiquement pas une case où c'est acquis actuellement. Parce que même la liberté de la presse, les journaux, bien sûr, des journaux qui attaquent, qui sont pour Gbagbo, d'autres qui sont pour Ouattara. Mais dès qu'il y a un journal qui n'est pas pour Ouattara et fait une chose qui déplaît aux gens de Ouattara, c'est fermeture du journal pendant 15 jours, c'est des amendes qui pleuvent, ce sont même des journalistes qui vont en prison. Il y a certains journalistes qui écrivent depuis l'étranger, parce que s'ils allaient en Côte d'Ivoire, ils risqueraient de plus écrire. C'est ça la réalité. Alors, c'est sournois, parce que on n'est pas en Corée du Nord. Mais c'est pire, c'est parce qu'il y a une espèce de soumission morale, une soumission de terreur. Quand vous avez les forces armées qui sont liées à des bandes organisées qui sont les Comzones, qui n'ont aucune formation militaire, c'était des gens qui étaient tout en bas dans la hiérarchie militaire pour quelques-uns, et les autres sont des grands bandits qui se sont agrégés pendant la rébellion, et qui sont aujourd'hui avec des grades de colonel à tous les étages dans le système militaire de l'armée ivoirienne, et avec des bandes organisées comme les Dozo, qui n'ont rien à voir avec ça, parce que le Dozo d'origine, c'est une confrérie très spécifique, qu'on en a fait déborder du vase pour en faire une espèce de milice qui n'est pas son nom, et qui règne sur la Côte d'Ivoire de façon impunie. Donc, aujourd'hui, il ne pourra pas y avoir d'élection normale dans ce pays si les gens ne peuvent pas y participer normalement. Et la première chose à faire, c'est que le président Gbagbo puisse retourner en Côte d'Ivoire, donner son avis, participer à la vie publique, faire le choix d'être candidat ou pas être candidat. Je ne suis pas là pour répondre à sa place. C'est le président Gbagbo qui fera son choix, et je ne suis pas là pour le lui dicter, en aucune manière. Et le seul de respect pour lui, pour le laisser juge de ses choix. Mais le président Gbagbo a toujours été un homme avisé, donc il sait sans doute ce qu'il doit faire, en fonction des circonstances. Mais la première chose dont on est sûr, c'est que si Gbagbo est au milieu des siens en Côte d'Ivoire, les tensions sociales, les tensions politiques vont baisser. Oui, justement par rapport à ces tensions politiques, mais j'aimerais que vous répondiez de manière précise. Je sais que vous avez cette capacité de le faire, M. Bernard Oudin. Sur le plan politique, comme je disais, le jeudi dernier, il y a le président socialiste François Hollande qui a accordé un entretien aux partis politiques, dont un face-à-face de 15 minutes avec les responsables du Front populaire ivoirien. Est-ce que vous avez le compte-rendu de cette rencontre? Et puis, deuxième question, il semblerait, je ne sais pas si l'information est fondée, qu'il y a un problème de dissidence. On veut enlever M. Afin Guisson à la tête du Front populaire ivoirien. Est-ce que vous avez des informations à nous donner? Le président Hollande a reçu effectivement l'opposition. L'opposition est venue avec un cahier des charges, avec un certain nombre de cahiers de doléances, si on peut dire.
mais pas une doléance pour demander pardon au président français, pour dire Seigneur, faites ceci pour nous, brave fer du pays. Non, pour leur dire voilà la situation chez nous, vous voulez vous enquérir de ce qui s'y passe, on vous donne l'heure juste. Mais après ça, vous aurez votre conscience pour vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. C'est là qu'Hollande a dit il faut que le FBI se présente, sinon il risque de disparaître. Bon. C'est son avis, il n'est ni citoyen ivoirien, ni électeur ivoirien, et encore moins membre d'un parti politique ivoirien. Donc, autant les Ivoiriens ne vont pas demander ni au PS ni à l'UMP de faire ceci ou cela, autant le président Hollande n'a pas dicté à tel ou tel parti ivoirien la façon de conduire son activité politique, surtout que le Front populaire ivoirien, depuis son origine, n'a de leçons à recevoir de personne, a grandi dans une situation dramatique, a connu tous les affres de la vie politique, que ce soit l'emprisonnement, l'exil, la condamnation de ses dirigeants, mais a fini par accéder au pouvoir d'État dans des conditions régulières. Et il en a été chassé dans des conditions irrégulières. Donc, à partir de là, M. Hollande doit savoir quel est l'état d'esprit des gens du FPI, qui n'est pas un état d'esprit revanchard, guerrier, et qui est fondé sur le respect du droit, de la démocratie et des règles. Parce que la démocratie, c'est d'abord le respect du droit, comme le dit souvent le président. Deuxièmement, vous m'interrogez sur... Je vous interrogeais sur... sur les mouvements internes. Voilà, on parle de dissidence qui viendrait de M. Laurent Akoun, ancien secrétaire général du Front populaire ivoirien, et de M. Alphonse Douati. Est-ce que vous confirmez cette dissidence? Le FPI est un parti politique. Les partis politiques en Côte d'Ivoire, comme en France, sont soumis à un certain nombre de règles. D'abord d'immatriculation au tribunal d'Abidjan, avec des statuts, avec une organisation. Les statuts d'un parti politique, c'est un petit peu la constitution d'un État. Le FPI ne peut pas d'un côté défendre la constitutionnalité, le respect des règles et des lois de l'État, et ne pas respecter ses propres règles. Je pense que dans la situation difficile actuelle, où se situe toute la vie politique en Côte d'Ivoire, certains, voulant bien faire, veulent peut-être passer à des phases d'organisation dans un sens ou dans un autre. Et simplement, je pense que Laurent Akoun, au plus grand respect du parti et des instances, a simplement voulu rappeler qu'il y a un certain nombre de règles qui sont intangibles et qu'on ne peut pas occulter dans le cadre de décisions technico-administratives à l'intérieur d'un parti. Mais aujourd'hui, le FPI a d'abord une seule ligne de conduite, la libération du président Gbagbo. C'est un programme à lui tout seul. Que ça sous-entend un certain nombre d'actions, ça sous-entend un certain nombre de positions, et ça sous-entend un certain nombre de postures. Et tant qu'on n'a pas dérogé à ça, je pense que le parti n'a pas de dissidence. Que ce soit les gens à l'intérieur du pays ou les gens qui sont encore en exil, je pense que fondamentalement, c'est un parti militant qui sait ce qu'il doit faire, où il doit aller. Et la lettre de démission de Mme Simone Gbagbo, vous l'avez vu, vous avez authentifié la signature. Je ne sais pas de son président. Non, mais je pose une simple question. Je vois un journal pro-Gbagbo hier matin qui écrivait la réunion avec du FPI avec Hollande est annulée. Pourtant, un journal proche du président Gbagbo. Parce qu'un journaliste trouvait que peut-être qu'il allait mieux vendre son journal ce matin-là s'il écrivait ça. Vous savez, on a en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle la titrologie. C'est-à-dire que vous avez toutes les unes de journaux qui sont épinglées sur des panneaux de bois à tous les carrefours d'Abidjan. C'est à la lecture de ce qui est visible sur cette première page que certains lecteurs se précipitent pour acheter, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, plus vous faites du sensationnel sur la couverture, plus vous avez une chance de vendre votre journal. Mais je vous donne l'information suivante. Généralement, quand vous ouvrez le journal, plus le titre est gros à l'extérieur, plus l'article est faible à l'intérieur. Mais le mal est fait puisque vous avez acheté le journal. Donc, il faut, et Gbagbo me disait souvent, il le disait souvent même à des ambassadeurs français ou des hommes politiques, quand les gens parlaient de ces journaux, tout ça, ils disaient faites comme moi, lisez pas les journaux. Ce qui est une boutade qui a une certaine vérité dans ce contexte.
Donc, aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le FPI est dédié totalement à travailler à la libération du président Gbagbo, qui n'a strictement rien à faire à La Haye. Le dossier est creux, le dossier est politique. Le président Gbagbo, à partir du moment où politiquement les gens ont compris, sortira aussi vite qu'il est rentré de La Haye. Hein, ça c'est clair. Donc, on ne va pas dire oui, mais la procédure, parce que si on rentre dans les procédures de La Haye, moi je vous dis, il y a 25 cas dans la procédure de La Haye, il y a 25 cas d'annulation de la procédure. La première et la plus essentielle étant le fait que Laurent Gbagbo, citoyen ivoirien, a été transféré à La Haye en dehors des règles même du statut de Rome, qui précisent que ne peuvent aller à La Haye que des gens de pays qui sont adhérents, état partie du statut de Rome. Or, la Côte d'Ivoire n'était pas au statut de Rome en 2011. La preuve en est, c'est que M. Ouattara qui l'a ratifié en 2013. Donc là, c'est arithmétique. Hein. Deuxièmement, on nous dit, c'est la subsidiarité qui fait que la CPI ne peut juger que des gens qui sont injugeables pour des raisons techniques de capacité judiciaire du pays d'origine. La Côte d'Ivoire a jugé le général Boblé, la Côte d'Ivoire dit qu'elle peut juger Mme Gbagbo, la Côte d'Ivoire dit qu'elle va juger X, Y, Z. D'ailleurs, M. Alfine Guessant est en liberté provisoire sur le plan strict du droit ivoirien. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire peut juger ses ressortissants. Deuxième cas d'incompatibilité avec le code des procédures du statut de Rome. Et je pourrais en citer plein. Les conditions dans lesquelles il est parti de Korogo à La Haye, la façon dont les CV ont été levés, la façon dont ça a été présenté au président au tribunal de Korogo, tout est à notre capacité. On parle, pour faire un lien avec la France, récemment, il y a l'ancien président qui poursuit son gincana judiciaire avec les autorités de son pays. Ce qui pour un ancien président du Conseil supérieur de la magistrature est un petit peu délicat. Il parle tous les jours de faire annuler des procédures qui sont illégales pour tel ou tel aspect. D'accord. Et tous les jours, les gens disent « Ah oui, mais ça peut être annulé. » Si on fait ça dans le cas du président Gbagbo, en dehors de tous les problèmes de fond, son problème de forme, il doit être libéré dans l'heure. D'accord. Mais bien, M. Bernard Houdin, je vais vous libérer dans une dizaine de minutes, hein, je ne vais pas vous garder longtemps, je sais que c'était difficile la journée. Oui, alors, c'est une journée sans voilà. Donc, vous avez suivi le compte rendu de cette visite. On parle d'un accord de coopération de 25 millions d'euros avec l'État de votre pays qui a été signé avec un objectif bien précis, de permettre à votre pays de s'équiper, d'améliorer le fonctionnement donc de vos institutions judiciaires. Et le président Ouattara a posé le problème des juges par rapport au nombre de la population. Et il semblerait que c'est ce qui bloque un peu. Il parle de, je ne sais pas de combien de juges par rapport à la population qui est estimée à 22 millions d'âmes. Alors, vous, quelle est votre réaction? C'est une plaisanterie. C'est une simple plaisanterie. Le problème avec le président M. Ouattara, c'est que j'ai écouté le jour où il est rentré à Abidjan il y a quelques jours, là, avant d'accueillir François Hollande. Il est rentré un dimanche, il a fait un petit speech dans le salon d'honneur de l'aéroport. Il a dit, mais je ne comprendrai pas que l'opposition ne vienne pas aux élections, nous avons la meilleure CEI de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais rien que cette phrase-là, on sombre dans le ridicule. La meilleure CEI de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu de CEI en Côte d'Ivoire sauf celle de 2010, avec les actes que l'on connaît et la façon dont elle a fonctionné. Et celle qu'ils veulent nous faire aujourd'hui, elle est encore pire dans le mécanisme que c'est celle de 2010. Alors non seulement c'est pas la meilleure, et il n'y en avait qu'une avant, donc il n'y avait pas de doute. Et comme l'a dit très bien Mamadou Koulibaly, qui a quitté le pays pour partir dans sa propre aventure, mais qui a eu une analyse très juste l'autre jour à Paris, qui dit, mais M. Ouattara veut nous imposer une CEI qui est absolument inacceptable pour le plus commun des mortels. À ce moment-là, s'il a qu'à signer un décret ou une ordonnance pour dire qu'il est président à vie, la Côte d'Ivoire gagnera l'argent des élections et on ne perdra pas le temps de le déplacer un dimanche. C'est pas moi qui le dis, c'est pas Gbagbo, c'est Mamadou Koulibaly. Et au PDCI, les gens qui font le plus attention à l'avenir du pays, vous pouvez l'observer dans certaines déclarations, disent strictement la même chose. La CEI telle qu'elle est concoctée aujourd'hui,
c'est un nouvel avatar d'un problème grave pour la Côte d'Ivoire si on devait aller à des élections avec ce mécanisme-là. Donc quand M. Ouattara nous dit qu'il n'y a pas assez de juges en Côte d'Ivoire, etc. Des juges en Côte d'Ivoire, mon père avait une expression, il y en a autant qu'un curé peut en bénir. Vous avez le tribunal d'Abidjan, je pense même qu'ils ont du temps à passer et à attendre le client. Non, tout ça, c'est ridicule, c'est de la parole, c'est du verbiage. On est en dehors de tout sérieux dans cette affaire-là. Il suffit d'observer un certain nombre de gens. Quand vous avez le ministre de l'Éducation nationale qui est incapable de faire une phrase en français, quand vous avez le ministre de l'Intérieur qui est plus proche des gens qui devraient être de l'autre côté de la barrière que du côté de la police, quand vous avez quand vous avez le ministre des Transports qui lui-même revient d'une condamnation lourde pour des trafics d'argent, je vais continuer comme ça longtemps. C'est pas possible. La Côte d'Ivoire mérite autre chose. Il faut absolument. Mais nous, il y a une chose qui est sûre avec le FPI, avec le Gbagbo, on regrette toutes ces choses-là. Mais le problème, c'est ni la rancune, ni la vengeance. Parce que l'intérêt général prime avant tout. Le président Gbagbo n'est pas là pour aller mettre en prison X, Y et Z parce qu'il a fait ci et ça. Le président Gbagbo est là pour aider les citoyens ivoiriens à retrouver une forme de progrès qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Parce que tout ça, ça découle quand même de la suite du coup d'État du général Gaye, une élection qu'on avait réussi en 2000 à organiser avec le régime militaire, réalisée avec des gens qui étaient indépendants, puisque le pouvoir militaire a perdu l'élection sur le terrain, dans les urnes. Et ça aussi, il faut s'en rappeler. Parce que c'est rare en Afrique que une junte militaire organisant des élections se fasse blackbouler par le peuple. Et j'étais à Abidjan à ce moment-là, et les Ivoiriens n'ont pas mégoté pour garder leur dignité et faire respecter leurs droits démocratiquement. Et c'est en 2002 que les gens qui sont au pouvoir actuellement ont organisé une rébellion armée. Et c'est des puissances étrangères qui ont aidé cette rébellion armée à s'asseoir dans les fauteuils de direction du pays, avec des gens qui ont commis des crimes qui sont aujourd'hui absolument connus, inventoriés par Amnesty International, par Human Rights Watch, par la FIDH. Les noms des gens qui ont dirigé ça sont connus, et ils sont au pouvoir. Ça, c'est la réalité. Alors, depuis 3 ans, on essaye de trouver quelque chose contre le président Gbagbo à la haie. Et on tourne en rond. Alors maintenant que M. Ouattara nous dit qu'il n'y a pas assez de juges en Côte d'Ivoire, écoutez, moi je ne peux pas commenter sans arrêt les inutiles. Hein. D'accord. Très bien. Voilà, M. Bernard-Roudin, je vais vous libérer dans moins de 5 minutes. Je voudrais vous poser une dernière question précise avant d'aller du côté du docteur Eric Eby, qui vous posera une question. Et ensuite, je vais vous demander votre mot de la fin. Monsieur Bernard-Roudin, quelle est la priorité exacte du Front populaire ivoirien aujourd'hui? Est-ce que c'est la lutte pour la survie de votre parti, ou bien vous voulez vraiment revenir au pouvoir, ou bien, si vous voulez, la libération du président Laurent Gbagbo avant 2015? La libération du président Gbagbo, on ne fixe pas de date, ça peut être demain matin, ça peut être en décembre, ça peut être en 2015. Le problème, c'est que le président Gbagbo doit être libéré, les gens se rendront compte, plus le temps passera, que l'urgence de la libération se fera grandissante. Le parti du président, le FPI, comme tous les partis politiques dignes de son nom, a quand même l'objectif d'exercer le pouvoir. Vous ne créez pas un parti politique pour toujours rester dans l'opposition. Vous pouvez aller dans l'opposition si vous perdez les élections, et après vous faites tout pour y revenir. Le cas de la France aujourd'hui montre que quasiment à chaque élection, on a une alternance. Et le pays n'est pas parti à volo. Donc la démocratie, c'est l'alternance. Et je dirais même que la démocratie, c'est aussi apprendre à perdre. Parce que quand vous vous engagez en politique et vous allez aux élections, si vous apprenez à perdre, c'est que vous pouvez gagner, mais vous savez, vous pouvez aussi perdre, et qu'en perdant, vous essayez de gagner le coup d'après. Et malheureusement, la démocratie, telle qu'on l'a observée ces 50 dernières années, particulièrement sur le continent africain,
ça a été, j'arrive au pouvoir, je me maintiens. Et il faut rappeler là que le président Gbagbo ne s'est pas maintenu au pouvoir. Le président Gbagbo avait gagné l'élection. Et plus le temps passe, plus cette chose remonte à la surface. Et je lis ici et là, dans les propos, les mémoires d'hommes politiques français qui ont exercé dans la période en Côte d'Ivoire, apparaître cet élément-là en filigrane. Alors, récemment, l'ancien ambassadeur à Abidjan, que j'avais connu à l'époque, a écrit des mémoires dans lesquelles il est peu amène sur les autorités françaises de l'époque, en particulier aussi sur certains hommes politiques qui sont au pouvoir à Abidjan. Donc, voilà. Donc le FPI, bien entendu, a vocation à exercer le pouvoir pour appliquer son programme. Et si son programme est bien appliqué, eh bien il se fera réélire. C'est ce qu'avait dit Gbagbo quand il avait été élu en 2000. En 2001, il avait été interrogé par les journalistes ivoiriens pour sa première année de mandat. Je crois que c'était à l'occasion de la fête nationale, un peu comme François Hollande le fait le 14 juillet, et on lui avait dit, moi, vous savez, j'ai été élu sur un programme, et j'ai un mandat pour le faire. Si au terme de ce mandat, je n'ai pas rempli mon programme, les gens ne vont pas me revoter. Il était très clair. Donc, l'expression politique du président Gbagbo, c'est l'expression qui se transmet à travers le suffrage universel et le respect de l'électeur et le respect des règles. C'est ce qu'on n'observe pas aujourd'hui. Et si le programme du FPI aujourd'hui, c'est d'abord ce que c'est tout à l'heure, c'est d'abord de demander, au-delà c'est même pas un chantage, c'est même pas un préalable, c'est une obligation qui dépasse le FPI, c'est l'intérêt général de la Côte d'Ivoire que le président Gbagbo soit en Côte d'Ivoire en tant qu'interlocuteur de l'activité politique du pays. Et vous verrez que les choses se passeront mieux dans ces conditions-là. Et après, c'est les Ivoiriens qui, en leur âme et conscience, choisiront quels sont leurs dirigeants. C'est pas aux Ivoiriens de dire qui doit diriger la France, c'est pas aux Américains de dire qui doit diriger l'Allemagne, etc., etc. C'est aux Ivoiriens de choisir qui doit diriger la Côte d'Ivoire. Et l'action des partis doit s'exercer dans ces conditions-là. Voilà pourquoi le FPI veut exister dans le paysage politique ivoirien. D'accord. Voilà, je vais aller du côté des Philadelphie prendre une seule question. Ensuite, nous allons vous libérer. Je vais vous libérer. Voilà. C'était très difficile. Voilà, tout à fait. Alors, dernière question. Docteur Eric Edi, juste une question. Est-ce que vous avez une question à poser à M. Bernard Roudin? Oui, j'en ai à deux rapidement. Premièrement, je suis en phase avec lui sur le commentaire fait de la déclaration. On vous entend en peine, docteur. Allô, vous m'entendez mieux? Oui, allez-y. Un petit peu, oui. Voilà, c'est mieux. Ok, merci. Moketu, tu pourras reprendre la question pour lui au cas échéant, mais sinon, le livre de Mattei est sorti. Quel est l'état d'esprit du président Laurent Gbagbo pour vous qui êtes son porte-parole? Première question. Et puis, de cette première question, de une autre. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec le porte-parole du président Laurent Gbagbo après, disons, 3 années? La deuxième question, c'est... La deuxième question, où est-ce qu'on en est avec le porte-parole du président Laurent Gbagbo qu'il a bien voulu instituer depuis le 11 avril 2011 lorsqu'il a été arrêté? Bon, très bien. Allez-y. Bon, pour ce qui est du livre de M. Mattei, il y a eu, vous savez que la presse en est emparée en partie. Il y a eu d'abord la présentation du livre comme étant le livre coécrit. Là aussi, le président a voulu en faire un co-auteur, Tatiana Mani, du livre avec M. Mattei. Or, il s'avère qu'en fait, M. Mattei a rencontré le président en quelques occasions à La Haye et a écrit sur à la fois ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et s'est retranscrit avec sa propre prose des propos qu'il aurait pu échanger avec le président Gbagbo. Et vous remarquerez que le livre, à un moment donné, est ressorti très vite après sa première parution, avec quelques modifications qui peuvent apparaître anodines mais qui sont essentielles.
Aujourd'hui, c'est pas Laurent Gbagbo et François Mattei, c'est Laurent Gbagbo selon François Mattei. Et vous avez un avertissement à l'intérieur du livre qui précise que, alors que dans la première version, il était dit que les textes en gras étaient les textes du président Gbagbo, il est dit qu'en fait, les textes en gras sont la retranscription des discussions entre M. Mattei et le président à la responsabilité seule et unique de M. Mattei, n'engageant en rien la parole du président Gbagbo, ce qui me paraît logique. Sinon, le président utilise même son livre, etc. Bon, c'est tout. À l'intérieur du livre de M. Mattei, il y a un rappel d'un certain nombre de faits historiques qui font comprendre aux Français et à tous ceux qui lisent le livre que ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a un certain nombre de choses qui remontent à la surface sur l'élection et sur d'autres circonstances de la période. Et d'ailleurs, puisque Mattei a connu la Côte d'Ivoire grâce ou à cause du bombardement de Bouaké, parce qu'à l'époque, il était journaliste à France Soir, et il a fait partie des journalistes qui avaient été assez circonspects dès l'origine sur les conditions de ce bombardement qui paraissaient pas très nettes. Eh bien, au moment où son livre sort, eh bien, les journaux français, en particulier le journal Marianne, dans son édition d'aujourd'hui, fait un article très long de 4 pages pour disculper le président Gbagbo et mettre en filigrane de l'article que c'est une bavure française. Et c'est un journal quand même qui a pignon sur rue à Paris, Marianne, qui est un des grands hebdomadaires parisiens, qui n'hésite pas aujourd'hui, et j'engage tout le monde à le lire, parce que je ne vais pas réciter ici 4 pages, et les gens s'apercevront d'eux-mêmes que les éléments troublants que l'on a toujours énoncés depuis 2004, à faire 10 ans au mois de novembre, et bien ils commencent à vraiment transparaître dans la presse française. Donc, l'intérêt du livre de M. Mattei, c'est de remettre sur la table, si on peut dire, un certain nombre d'informations sur la réalité de la situation ivoirienne depuis 10 ans, sur ce qui se passe actuellement en partie, et donc permettre à beaucoup de gens de s'immerger dans la situation qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Mais il faut faire attention sur le préalable que j'ai fixé tout à l'heure sur le président Gbagbo. Le président Gbagbo, le jour où il choisira d'écrire et de parler, ben, ce sera le président Gbagbo qui parlera. Et il en prendra l'entière responsabilité, et c'est à lui et lui seul que revient le moment de le faire. D'accord. Voilà. Bien, merci, M. Bernard. J'avais une deuxième question sur le porte-parole, mais il n'y a aucun problème sur le porte-parole. Moi, je suis représentant du porte-parole en Europe, en Amérique, qui a un porte-parole, qui est le ministre du budget du dernier gouvernement à Kenbo, qui s'appelle Justin Koné-Katinan, qui, dans le cadre de l'ouverture démocratique en Côte d'Ivoire, vit au Ghana, pour des raisons de sécurité personnelle, qui représente le président en de nombreuses occasions, qui est très actif, avec qui je suis en contact permanent, et qui a l'entière, disons auprès du président, qui a l'entière confiance du président, et auprès duquel je vais m'informer moi-même avant de prendre un certain nombre de dispositions, d'écrits, et à qui je rends compte de toute mon activité, puisque lui-même étant soumis à un problème de voyage en dehors d'une certaine zone, puisqu'il est toujours interdit de voyage en Europe occidentale et aux États-Unis depuis 2011 et les sanctions qui avaient frappé un certain nombre de dirigeants de l'époque. Donc il n'y a aucun problème, parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, et on le répète, c'est que le porte-parole du président, c'est un petit peu le cabinet du président. Le FPI, c'est le parti politique. Koné-Katinan est membre du FPI, il est dans les instances dirigeantes du FPI, mais il a une activité particulière qui est d'être le représentant du président. C'est une activité à part du FPI, mais qui ne va pas à l'encontre du FPI et qui ne se substitue pas au FPI. Et le FPI n'est pas le porte-parole du président Gbagbo. C'est la machine politique militante qui est vouée à faire l'action politique en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas mélanger les gens et il n'y a pas d'opposition à faire entre l'un et l'autre, entre les uns du FPI, qui sont les collègues de Koné-Katinan, et Koné-Katinan qui exerce une activité qui lui a été confiée à titre personnel par le président lui-même.
c'est pas une revendication personnelle, c'est parce que le président l'a dit. Personne ne se permettrait de le faire au nom du président sans que le président soit d'accord. D'accord. Merci. Bon, Merci, Monsieur Bernard Rodin, pour votre présence. Je sais que la journée a été difficile. Je vais vous demander donc de présenter votre mot de la fin. Mais avant de le faire, je voudrais vous poser une dernière question. Vous avez rencontré le président Laurent Gbagbo Koudou. Ça fait combien de mois, de jours? Comment va-t-il? Et vous enchaînez avec votre mot de la fin, s'il vous plaît. Écoutez, je l'ai vu il y a quelques jours. J'ai même le plaisir de rencontrer Charles Blé-Goulet. Comment vont-ils? Qui sont en pleine forme, qui sont aussi déterminés qu'au premier jour. Je n'en ai jamais douté. Le président est d'ailleurs d'une sérénité exceptionnelle, d'une capacité à voir les choses, à les comprendre et à souvent les anticiper, qui font que cette capacité fait qu'il n'est surpris par rien et qu'il est totalement dédié au combat politique qu'il a toujours mené, dans l'intérêt général et pas dans son intérêt particulier. C'est là aussi que les gens n'arrivent pas à bien comprendre le président Gbagbo. C'est qu'il faut être capable de se mettre à son niveau d'exigence, pour lui et pour les autres, pour comprendre sa capacité d'agir. Donc, et pour moi, c'est à chaque fois que je le vois, à la fois une source de plaisir et de respect, et puis aussi une source de renouvellement de mon engagement et de ma volonté à ce qu'il sorte le plus vite possible, parce qu'à chaque fois que je retraverse la cour de cette prison, je n'ai qu'une idée, c'est que le président emprunte ce même passage dans les meilleurs délais. Et on ne fera rien, on n'arrêtera pas de travailler à ça tant qu'il n'aura pas fait ce chemin. Pour le reste, c'est comme d'habitude. Je pense qu'au-delà de l'écume des jours, la visite de M. Hollande en Côte d'Ivoire fait partie de cette écume des jours. Il faut que la Côte d'Ivoire puisse le plus vite possible retrouver une sérénité politique, une évolution économique, une sécurité au niveau de l'activité pour que sur le plan social, les gens retrouvent la sérénité et la sécurité. Parce que la sécurité, c'est pas simplement de dire il n'y a pas de grenade dans le milieu de la nuit. La sécurité, c'est la sécurité de la vie des uns et des autres. Quand le père se lève le matin et dit qu'est-ce que je devrais manger à mes enfants, est-ce que je vais avoir du travail? Vous savez qu'à Abidjan, comme dans certaines grandes villes africaines, les gens vont à l'embauche le matin, et ils se précipitent, ils vont au port, ils vont dans certaines entreprises, et puis ils ont des travaux qui sont quasiment payés au jour le jour pour beaucoup d'entre eux. Et c'est un combat permanent. Donc tout ça, il faut arriver à ce qu'un certain nombre de règles sociales s'établissent de façon beaucoup plus pérenne. Il faut que le pays rentre. Alors on nous parle d'émergence. La France a offert un joli bateau pour aller sur l'eau à la Marine nationale ivoirienne, qu'on a bien voulu appeler émergence. D'ailleurs, le journaliste du Monde, dans son article d'aujourd'hui, l'a évoqué avec un minimum d'ironie. J'en ajouterai pas grand-chose là-dessus. Non, il faut que le souhait qu'on a tous, c'est que la Côte d'Ivoire fonctionne, quelles que soient les opinions politiques des uns et des autres. C'est la liberté individuelle, c'est comme la liberté religieuse. Il n'y a pas de problème entre chrétiens, musulmans, etc. Au palais présidentiel, on se côtoyait même de toutes origines sociales, ethniques, en considérant que j'étais d'une autre ethnie. Et puis, plus religieusement, rappeler que le directeur de campagne du président était musulman, sa directrice de cabinet adjointe était musulmane, il assistait aux obsèques, c'était à la mosquée de Ganéois, etc. Ça n'a pas empêché le président de faire une messe de requiem dans la cathédrale de Ganéois, pour la même personne. Donc il y a une fraternité historique entre les Ivoiriens, il y a eu une perte de valeur, il y a eu une perte de repères ces dernières années par la volonté de quelques-uns, dans des conditions précaires, avec malheureusement l'aide parfois douteuse et malheureuse de gens qui auraient dû plutôt participer à l'émancipation du pays, parce que la France a une grande responsabilité, elle a une responsabilité historique, elle a éventuellement apporté par la colonisation un certain nombre de choses. Et le président Gbagbo l'avait dit lui-même, vous savez, il avait écrit un livre qui s'appelle Réflexions sur la conférence de Brazzaville, et
qui est difficilement trouvable parce qu'il est épuisé, mais on trouve à la Bibliothèque nationale à Paris. Je l'ai vu et il avait fait une interview en 79 à propos de cette conférence de Brazzaville. Pour deux mots, c'est la conférence qui a été tenue par la France du général de Gaulle à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1944, qui n'était pas d'ailleurs pour l'émancipation des peuples d'Afrique, c'était pour récupérer tout l'empire africain et asiatique de l'époque, pour en faire le nouveau fer de lance pour régénérer la France exsangue de 1944. Et il n'était pas question de parler d'indépendance à l'époque. Donc il y avait déjà un contresens sur ce qu'on disait à l'époque sur la conférence de Brazzaville. Et Gbagbo l'avait très bien décrit dans cette réflexion. Et il dit dans cette interview que lui-même est un enfant à la fois de l'histoire traditionnelle africaine et de l'histoire coloniale du pays dans lequel il est né, parce qu'on ne pourra jamais rayer de l'histoire d'un pays ce qui lui est arrivé à un moment donné. Je disais que la Gaule avait été colonisée par les Romains, la Côte d'Ivoire a été colonisée par la France, et Gbagbo disait je suis à la fois l'enfant de la colonisation et l'enfant de l'histoire traditionnelle africaine, mais aujourd'hui on doit atteindre notre propre maturité en savant que notre passé, ne pas l'occulter, mais savoir en tirer les conséquences pour l'avenir. Et ça voulait dire aussi qu'il fallait avoir des relations adultes avec la France et avec les autres, et pas question. On dit souvent de Gbagbo, oui, c'est le rebelle qui va s'écarter du système européen, des Occidentaux, c'est le révolutionnaire, ceci. La révolution, c'est, en fait, la vraie révolution, c'est que les gens soient libres, que les gens soient souverains et soient au même niveau dans les discussions. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, avec le système qu'il y a, les Lettons, qui sont 2 millions d'habitants, ils ont une voix dans le Conseil des ministres de l'Union européenne, comme les Allemands, qui sont 90 millions. Et sinon, ça ne fonctionnerait pas. Aujourd'hui, les Africains doivent être capables de leur propre... Mais la responsabilité et leur souveraineté ne veut pas dire qu'ils rejettent les autres. On fait partie de la Terre est ronde. Hein. Vous avez tourné autour de la Terre, vous allez revenir au point de départ. Donc, il faut savoir qu'on est ensemble. Et il n'y a pas de souci majeur. Et la visite du président Hollande, je le disais à des amis ce matin, parce que quand je lisais certains journaux d'Abidjan qui annonçaient l'arrivée de Hollande, on disait ils ont nettoyé la ville, ils ont repeint les trottoirs, ils ont même repeint en blanc le premier mètre 50 du tronc des arbres. Pour ceux qui connaissent l'Afrique, qui vivent en Afrique ou qui y ont vécu, pour moi ça m'a rappelé mon enfance, quand le gouverneur arrivait, il fallait faire la toilette de la ville. Et j'ai eu l'impression en disant ça, que le gouverneur Hollande venait visiter une de ces provinces. Voilà le flash que j'ai eu dans ma mémoire. Il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on change de vision, il faut qu'on dise si le président français, qui est toujours le bienvenu en Côte d'Ivoire, vient en Côte d'Ivoire, il est l'alter ego de son hôte, et un point après. Et c'est vers ça qu'il faut tendre. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on n'y va pas. On a l'impression qu'il faut demander pardon à la France tous les matins. Et c'est pas comme ça. La politique de la France ne se fait pas élever. Quand M. Hollande disait qu'il faut arrêter avec la France-Afrique, mais il a fait une caricature, je dirais, grossière, pas méchante, mais disons vraiment brutale de l'image de la France-Afrique. Vous voulez dire qu'il n'y a aucune différence entre François Hollande et Sarkozy? Alors, ils ont sans doute des différences, mais disons, l'image de la France, c'est-à-dire que la représentation pour les Africains, pour les Ivoiriens, et le président français, c'est-à-dire qu'il c'est le chef de service qui vient visiter ses employés. Quand on parlait du gouverneur, j'étais plus respectueux, mais c'est un peu comme ça, quoi. C'est le chef du magasin. Il amène à chaque fois 40, 50 types qui sont représentants des PME, on va signer des contrats, etc. D'ailleurs, il n'y a aucun contrat de signer, parce qu'ils n'ont pas besoin de les signer. Les entreprises françaises sont habituées de tous les jours depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans pour certaines. Ils n'ont pas besoin de faire une visite présidentielle à 40 pour signer des contrats, organiser leur vie économique en Côte d'Ivoire. On ne vient pas défricher la brousse. Tout ça est ridicule. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Bernard Rodin, pour votre présence. Et nous avons bien reçu l'information que le
d'après M. Afin Restant, le Front populaire ivoirien ne participera pas aux élections Non, M. Afin Restant a dit, il a été repris par la presse, il a dit textuellement, ne dénaturons pas, il a dit, nous n'irons pas aux élections à n'importe quel prix. Ça veut dire que les élections ont une valeur. Et si ces valeurs ne sont pas respectées, il n'y a pas d'élection. Donc il n'y a pas d'intérêt à aller à des élections sans valeur. Ça c'est le premier point. Et tout ça découle du reste d'un certain nombre de choses, dont le préambule et la libération du président Gbagbo. D'accord, ok. Merci en tout cas. Quand je dis président Gbagbo, c'est de tous les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire derrière, parce que le président Gbagbo est le symbole de tous ces prisonniers politiques qui ne sont en prison que parce qu'ils sont fidèles au président Gbagbo. Bien. Voilà. Bien, merci beaucoup, messieurs. Merci, et désolé de ce retard pour nos auditeurs. Et j'espère que la prochaine fois, les embarras de Paris seront moins virulents. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Et puis, merci pour vos invitations, avec plaisir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Voilà, chers auditeurs, nous étions en ligne avec M. Bernard Audin, les hommes politiques ivoiriens. Alors, docteur Ekedi, rapidement, en 2, 3, 4 minutes, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette intervention? Docteur Ekedi? Bien. Docteur Ekedi. Oui, qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement de cette intervention? Qu'est-ce que vous avez pu retenir? Oh oui, il y a un certain nombre de choses. La première, c'est la connaissance continue que M. Bernard Audin, en tout cas, a du président Laurent Gbagbo. Quand on l'écoute, c'est la profusion donc, des références, non seulement littéraires, des références des écrits du président Laurent Gbagbo, de ses dires, de ses discours. Ça veut dire que l'homme connaît parfaitement celui dont il est le porte-parole adjoint, chargé de l'Europe et puis de l'Amérique. Ça, c'est la première chose qui se dégage. La deuxième chose qui se dégage, c'est l'emphase qui est mise sur les principes qui guident